Montaigne se trouve à la fin du siècle qui a inventé l'idée d'utopie et en a rêvé plus qu'aucun autre auparavant. Apparemment, il n'a pas échappé à la séduction de l'utopisme. Et son célèbre texte sur les cannibales pourrait même nous amener à le faire figurer dans la galerie humaniste des utopistes. On ne s'est pas privé de le faire. Jusqu'à maintenant, on associe son nom au mythe du bon sauvage. Comme on associe à juste titre d'ailleurs celui de Platon à l'allégorie de la caverne ou du mythe d'Ève. Pourtant, à y regarder de plus près, le fameux passage sur les cannibales n'a pas grand-chose à voir avec une bonté naturelle de portée universelle. Il illustre ironiquement par contraste la relativité de notre sagesse humaniste, simple mirage ou projection de l'héritage européen érigé par ignorance ou orgueil en paradigme universel. Il est vrai que sous l'amour et même l'engouement de Montaigne pour le naturel, on peut voir pointer la rêverie universaliste d'une innocence jamais et déjà toute rousseauiste, ou même l'universalisme paradoxal de la pensée sauvage né de la mise à mort de l'idée même de sagesse universelle. N'arrachons pas Montaigne à son temps. Autrement dit, on commettrait un abus en le situant dans la lignée mythique des entrepreneurs, des contempteurs, de la civilisation occidentale dont il serait l'éminent précurseur. Montaigne joue en marge, consciemment en marge, de l'idée que sa vérité puisse être entendue et être appréciée au-delà du lieu, tout à la fois réel et symbolique, où le destin l'a placé. Quelques siècles plus tard, dans un éclairage froid et romantique, on appellera cela de l'égotisme. Les essais, pourtant, ne sont pas les souvenirs d'un égotiste, car ce ne sont pas des souvenirs, mais l'immersion dans la clarté naturelle du présent. Circonstances renouvelées des choses, des êtres ou des événements qui nous entourent, mais aussi des livres. Ces livres qui n'ont pas encore de véritable histoire. Cicéron, Sénèque ne sont pas des fantasmes tapis dans l'ombre sacrée de la bibliothèque de Babel. Ce sont des compagnons de table, des interlocuteurs disponibles qui ont par surcroît le don de ne pas déranger. Montaigne se laisse lire par eux plus qu'il ne les lit. Ce qu'ils lui fournissent, c'est un miroir commode qu'il peut emporter partout, ajoutant à sa déambulation de voyageur, sans hâte, l'écho indéfiniment repris d'une conversation imaginaire jamais interrompue. À ce titre, il fut peut-être le premier lecteur, celui qui lit, comme lit un enfant, pour le plaisir, pour rien. À vrai dire, Montaigne n'apporte rien de nouveau à l'ordre de la connaissance, à l'ordonnance des choses, des êtres, à la confusion réglée des rites. Il se limite à déplacer le regard. Le regard comporte surtout, en s'offrant désarmé, autant qu'il était en son pouvoir, au discours éparpillé et silencieux que le monde lui renvoie. On peut voir dans cet art, si on tient à le prendre ainsi, la ruse suprême de celui qui ne veut pas être dupe. On peut considérer cette stratégie comme le comble de la roublardise ou même percevoir, sinon de la perversité, du moins une certaine forme de couardise devant le réel. Trop absurde, trop confus ou trop violent, le défi représenté par le monde, la société, la bêtise humaine, l'aurait engagé dans cette logique du repli, où muré dans sa fameuse tour, il repoussait sans danger les assauts de la réalité. Le champ de Montaigne est celui de l'humanité, qui ne s'est pas encore divinisé avec une majuscule. Non, une humanité aux yeux déjà grands ouverts sur les mystères de la nature, en proie à des rêves de domination et de puissance dont l'enjeu est déjà la terre,
enfin contournée. Une humanité aux yeux déjà grands ouverts sur les mystères de la nature, en proie à des rêves de domination et de puissance, dont l'enjeu est déjà la terre, enfin contournée. Mais cette humanité est toujours sujette aux mêmes égarements de l'esprit, en guerre avec elle-même, au nom de vérités qui lui échappent et qui, selon lui, lui échapperont à jamais. Son temps humain et historique fut celui des guerres de religion. Ses essais en tiennent compte. Mais cette guerre extérieure est peu de choses à côté de l'autre guerre, celle que l'esprit se livre à lui-même pour saisir l'insaisissable vérité. C'est en ce lieu ouvert, mais obscur aussi, que se tient ce qu'on peut appeler la pensée de Montaigne. L'étrange pensée du refus de trancher en son âme et conscience et avec les pouvoirs dont il peut éprouver les faiblesses plus que la puissance, à la place de Dieu, sur ce qui se rapporte indiscutablement à l'erreur ou à la vérité. Montaigne tient à nous faire savoir qu'il ne se prend pas pour un émule de Platon ou d'Aristote. Je ne suis pas philosophe. Encore une façon peut-être la plus grave de se tenir à la seule place qu'il revendique comme la sienne, celle de scribe de ses propres lumières changeantes, d'arpenteur de son labyrinthe, toujours le même et sans cesse autre. C'est dans le cheminement qui crée le chemin. Son souci n'est pas de trouver, car d'une certaine façon, avec son être, tout lui a déjà été donné, mais d'inventorier les richesses que le grand donneur, Dieu, nature, lui a si généreusement accordées. Il faudrait imaginer certaines formes de sagesse orientale